1996 par la Fédération Île-de-France du bâtiment. J'étais venu d'ailleurs au BTP, tu t'en souviens Daniel, à ton invitation après. J'ai retrouvé, on m'a donné cette note de ce matin en croyant que ça permettrait de tenir 96, hein, nous sommes donc il y a 20 ans, et je l'ai relue, je pourrais la relire. C'est exactement le même diagnostic, ce qui fait que mes prises de parole ne servent à rien. Puisque quoi qu'on dise, quoi que le diagnostic, quoi que les choses que l'on fasse, ce pays est tellement bloqué que très honnêtement, il faudrait une force absolument gigantesque pour pouvoir le faire évoluer. Mais il y a 20 ans, c'est absolument incroyable de lire quelle politique pour libérer la croissance, maintenir le cap de la politique d'assainissement budgétaire et social, je veux dire, c'était il y a 20 ans, on est depuis la dette complètement considérée, pas de retour à la croissance en retour à la confiance, c'est marqué explicitement en 1996, pour vous donner le texte, autant de mots étrangers au vocabulaire et aux mentalités des chefs d'entreprise et des salariés. La croissance est nécessaire, la croissance est possible. Procéder à une refondation radicale de l'État, vous vous rendez compte, en 1996, en disant qu'effectivement, première urgence, réduire la dette et le déficit en allégeant les charges collectives sans pénaliser les ressorts de la croissance, toujours en 1996. À cet égard, le budget 97 est décevant, ça vous le saviez. Mobiliser pour le développement du secteur privé, qui conditionne tout autant un retournement durable de tendance dans le bâtiment que le retour à la croissance et à l'emploi, encourager l'esprit d'entreprise, je peux continuer, s'adapter à une économie sans inflation, c'est bizarre, c'était en 1996, on parle actuellement de déflation, libérer l'initiative, etc., 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 développer une épargne longue à risque plus abondante, mettre de l'ordre dans les affaires européennes. Donc voilà, j'avais dit ça en 1996, je pourrais reprendre exactement ce discours en changeant les chiffres, puisque depuis nous sommes dans la zone euro et que nous avons passé 20 ans, mais malheureusement, le diagnostic fait il y a 20 ans est à peu près le même, notre pays n'avance plus. On a pu croire que pour faire avancer ce pays, il y avait des politiques macroéconomiques, budgétaires et monétaires. Dans un espèce de keynésianisme complètement désuet, la plupart des dirigeants, ils font l'ENA, et l'ENA, il y a un cours d'économie qui dure 6 mois. Dans le cours d'économie de 6 mois à l'ENA, je crois qu'ils ont juste le temps de faire le déficit, relance la consommation et permet le développement. Et puis après, hop, on fait autre chose, on fait comment gérer une sous-préfecture. Et donc malheureusement, il n'y a pas de seconde partie, c'est comment la croissance peut s'organiser autour de l'investissement, du développement du secteur privé, de l'initiative, etc. Ça n'existe pas. Résultat, tous les dirigeants croient que la relance va se faire par un déficit budgétaire. On a laissé donc, le déficit se développer depuis des années, depuis 1973, et une politique monétaire qui va faire baisser les taux d'intérêt. Et tout le monde croit que c'est ça le secret pour pouvoir retrouver la croissance. Et dans l'article que j'ai écrit, le déficit, au contraire, empêche le retour de la croissance. Et deuxièmement, la politique monétaire est devenue complètement inactive, quel que soit le niveau des taux d'intérêt à l'heure actuelle. On voit bien que ce n'est pas la politique monétaire qui permet de durablement retrouver la croissance. Donc on a une espèce de mythe incroyable des dirigeants qui pensent qu'ils vont prendre le pouvoir, utiliser le budget pour pouvoir retrouver le plein emploi, réduire le chômage, que ça encore, des effets qui sont exactement inverses de ceux qu'ils anticipent. Et avant, on faisait de l'inflation et on faisait de la dévaluation. Maintenant, on demande à Draghi de faire du quantitative easing, et il le fait, et rien ne se produit, tout simplement parce que la question n'est pas là, les solutions ne sont pas celles-ci. Évidemment, les dirigeants qui découvrent, qui manipulent toutes ces variables, et que rien ne se passe, sont un peu inquiets. Je vais prendre une métaphore. Vous avez, on change de pilote dans un avion qui n'arrive pas à décoller, parce que finalement la croissance part toujours décollage, il n'y a pas de croissance depuis je sais pas combien de temps, on est en stagnation durable. Alors on dit on va changer de pilote. Alors le pilote il s'installe, il commence à tirer toutes les manettes, il prend le stick, il tire ici, l'avion ne bouge pas. Il dit oh là, on va changer de pilote, celui-ci il reprend, il tire encore plus fort, il agite tout, l'avion ne bouge pas. L'avion ne bougera pas parce que l'avion est en plomb. Donc un avion en plomb, ça ne décolle pas, quel que soit le pilote. Et donc le problème, c'est que c'est l'avion qui pose problème, c'est pas la façon dont on va piloter. L'avion, c'est une organisation collective, c'est notre pays. Il va falloir profondément réformer l'avion pour qu'il décolle. Et donc c'est pas la peine de croire qu'en rajoutant de la monnaie, en rajoutant du déficit, de la dépense publique ou de la dépense sociale, ceci va se traduire par un décollage, c'est-à-dire le retour à une croissance qui permettra de résorber une partie du chômage, de retrouver ça. On n'a pas de croissance maintenant de manière très longue. La croissance française est plus visible. Moi j'ai une boîte mondiale, je travaille dans 140 pays. La croissance n'est plus visible. Dans tous les pays où je vais, je vois la croissance visible. La croissance visible, c'est quand vous arrivez à Hong Kong
Et vous avez un nouvel aéroport par rapport à l'ancien, vous avez un nouveau port par rapport à l'ancien, tiens, vous avez un nouveau pont par rapport à l'ancien, tiens, vous avez un tunnel qui n'était pas auparavant, et vous arrivez, vous avez une quinzaine de tours qui n'étaient pas là lorsque vous êtes venu la dernière fois. Mais là, je parle en 2 ou 3 ans, la croissance visible. Vous arrivez à Chengdu, au fin fond de la Chine, la croissance est visible. La croissance est visible. Les citoyens veulent de la croissance visible, ils ne veulent pas des discours en train d'ergoter sur la différence entre 0,3% de croissance ou 0,4%. Mais on est absolument ridicule. On est ridicule. Donc les citoyens désespèrent de voir des gens qui agitent des tas de trucs, des tas de projets, du CICE, le Parlement, tout ça c'est des mots, mais qui ne voient rien. Mais je crois que quand on ne voit pas, on ne croit pas. Je prends le retour de la croissance. Donc il va falloir, c'est une réforme considérable du pays pour pouvoir retrouver ce que j'appelle la croissance durable. C'est elle qui permet aux gens de s'enrichir, aux générations successives d'être dans un état supérieur aux générations précédentes, et d'avoir l'impression de reprendre la maîtrise de son destin. Parce que quand les gens n'ont plus le sentiment de maîtrise de leur destin, c'est pas peine de se dire, les conséquences politiques sont absolument dramatiques. On l'a déjà vu, on va les voir, et ça, à ce moment-là, moi je suis économiste, j'arrêterai, parce que je dirais, la question n'est plus là, c'est parce que vous n'avez pas été capable de faire des réformes en temps et en heure que nous sommes retrouvés dans cette situation qui est actuelle dramatique. Juste sur ma question initiale, il y a des économistes qui disent que la croissance a disparu. On vit une période dite de stagnation séculaire, l'Occident a perdu la recette de la croissance, la productivité n'est plus là, les technologies ont introduit, etc. Est-ce que c'est une thèse qui a du sens, pas seulement pour la France, mais en général, selon vous ou pas? C'est pas du tout, le monde croît. Là, encore une fois, je parle d'expérience. J'ai une entreprise qui faisait 2,3 milliards de chiffre d'affaires il y a 10 ans, elle fait 11,5 milliards cette année. Donc, mes fonds propres ont été multipliés par 20, on est passé de 300 millions à 5,5 milliards. Donc, ou pas en France, je fais 5% de mon chiffre d'affaires en France, mais je suis, en Mongolie. Ah oui, je suis en Mongolie. La Mongolie est un pays extérieur, j'entends bien. La Mongolie extérieure est en train de connaître une croissance extrêmement forte. Au Vietnam, le lendemain, vous êtes la Birmanie qui est en train de s'ouvrir, est en train de connaître une forte croissance. Je ne vais pas faire tous les pays au monde. C'est faux de dire que le monde ne croit pas. Le monde croit, et je ne parle pas que des grands espaces comme la Chine, je parle de plein de pays dans lesquels on croit, on se développe, on investit. L'Afrique est en train, à l'heure actuelle, de connaître un véritable essor. Donc, de ce point de vue-là, c'est encore une fois maintenant la théorisation à la française du type la croissance a disparu. La croissance a disparu. La croissance, elle se fabrique. C'est une fabrique, c'est une usine, la croissance. Quand on casse l'usine, il n'y a aucune raison qu'on ait la croissance, enfin tout ceci. La croissance est toujours l'accumulation. J'en ai par-dessus la tête d'être dans un pays qui ne parle que de répartition et de redistribution. C'est des trucs qui sont latéraux, vous voyez, je veux dire. Tout le discours politique, c'est de prendre à l'un pour donner à l'autre par la fiscalité, la dépense sociale, la prétention sociale, la CSG, le CRDS, vous plafonner, sous-plafonner, planchéiser. C'est n'importe quoi. Et on a tout l'appareil politique qui passe son temps à faire des transferts entre les collectivités locales, entre nations, entre... On va changer d'axe, il faut reprendre l'axe, non pas de la répartition qui est horizontale, mais l'axe de l'accumulation. Ce mot a disparu, et l'accumulation, c'est de nouveau avoir un projet positif qui permet d'accumuler. L'accumulation, c'est l'accumulation du savoir, les connaissances. Moi, quand je vois les classements de l'appareil universitaire, quand je vois les classements de l'appareil scolaire en France, c'est désastreux. On a des consommateurs qui ne sont pas assez formés, des travailleurs qui ne sont pas assez formés, pas assez éduqués. On le paye, la productivité, c'est quand même d'une manière ou d'une autre ce que j'appelle le capital humain. On a cessé d'accumuler du capital humain. C'est évidemment l'investissement, les infrastructures, l'investissement dans les entreprises, c'est absolument fondamental. Ce qui est désespérant, c'est le fait que les investissements qui ont envie à l'heure actuelle d'investir sont absolument plats. Et puis c'est la recherche significative des gains de productivité par la réorganisation de toutes les organisations dans ce que j'appelle une transformation continue. Et non pas des réformes que l'on annonce, que l'on ne fait jamais et que l'on oublie qu'on les a faites. Donc tant qu'on n'aura pas de nouveau dit au pays, nous allons avoir ce qu'on a fait dans le passé. On a un projet positif qui va constituer, refabriquer de la croissance, de l'accumulation. Ça passe évidemment par l'effort, le travail, et non pas la réduction du travail, ça passe par l'épargne longue et non pas des livrets A défiscalisés, etc. Ça passe par un allègement considérable de la fiscalité, bien entendu, ça passe par la suppression de l'ISF, ça passe par toute une série de mesures pour dire nous allons nous réapproprier le futur. Et à ce moment-là, les gens vont accumuler comme on l'a fait dans le passé. L'accumulation donne la croissance. Mais à chaque fois qu'on fait un profit, il ne faut pas que le profit soit immédiatement capté par l'État. Il faut qu'il soit accumulé en entreprise, ça s'appelle les fonds propres.
Les fonds propres, c'est ce qui donne l'indépendance, qui donne la capacité de financement, d'autofinancement. C'est ce qui permet progressivement aux entreprises de développer, donc d'embaucher. Donc c'est un changement d'axe considérable. On a un discours politique qui est obsédé par les phénomènes de répartition, a complètement évacué le problème fondamental de l'accumulation sous toutes ses formes. Il va falloir reprendre. Évidemment, c'est du temps long. Ce n'est pas la gestion de crise permanente. La France a un record du monde. Nous avons le maximum de plans de crise et plans d'urgence de toutes les nations depuis 1945. Tout se fait dans l'urgence en France. Plan d'urgence pour les banlieues, pour les immigrés, plan d'urgence pour l'agriculture, plan d'urgence pour la conchyliculture, plan d'urgence pour la conchyliculture de haute montagne. Bon, là, j'exagère un peu. Plan d'urgence. Mais j'ai eu pour tout. Hein. Il y a même eu un plan d'urgence sur les urgences à l'hôpital. Ça, moi, ça m'a plu, parce que le plan d'urgence sur les urgences, on se dit vraiment, on est sérieux, un peu fou. Donc, on est une situation complètement bloquée. On développe une enveloppe, vous savez comment ça marche. On trouve toujours ronde. Hein. Dans une entreprise, ça ne tombe jamais rond, ça tombe toujours ronde. 500 millions, 1 milliard. Ah, bon. Et puis on oublie ça. On a une démocratie pétaradante. On va d'un plan de crise à un plan d'urgence, d'un ajustement budgétaire à un collectif budgétaire, à une recette de poche. Enfin, c'est inimaginable. Inimaginable. Donc, il faut que la collectivité reprenne la maîtrise de son destin. La reprise de son destin, c'est d'abord et avant tout d'avoir un projet positif, mobilisateur pour l'avenir. Et il parlait des fins et non plus des moyens. J'en ai marre des discours politiques français, on parle que des moyens. Je m'en fous des moyens. Les fins. La différence, par exemple, de l'éducation, c'est on va recruter 60 000 profs. On ne sait même pas, on n'arrive pas à les retrouver. À l'heure actuelle, c'est absolument pitoyable. Les mecs comme 4, on les met capétiens. Enfin, si absolument on les envoie dans les... C'est absolument 60 000. Non, ce que j'avais voulu, c'est un débat fondamental sur quelle pédagogie dans un pays développé pour que les générations futures aient les moyens de comprendre le monde dans lequel ils vont rentrer, d'un point de vue technologique, intellectuel. Et voilà. De quoi a-t-on besoin aujourd'hui pour les enfants ? Pas de profs supplémentaires. On a peut-être pu penser d'ailleurs à l'utilisation des technologies modernes pour diffuser le savoir de manière différente, permettre l'accès au savoir de toutes ces générations. Et donc voilà. Non, à la place de ça, c'est toujours un discours sur les moyens, jamais un discours sur les fins. Et c'est la raison pour laquelle une bonne partie de nos citoyens sont perdus. C'est la raison pour laquelle la France apparaît comme un pays en train de gérer à court terme des problèmes considérables. Et à chaque fois, c'est des problèmes de long terme, on les évacue. Je vais en prendre 2 exemples. 3. Premier exemple, bien entendu, les retraites. Les retraites, moi, le premier bouquin que j'ai fait, c'était, alors on se tient bien, 78. La démographie, c'est la chose la plus stable au monde. On peut prévoir aujourd'hui, c'est mon métier, moi je suis rassureur vie en partie, ce qui va se passer 30 ans plus tard. Je sors d'un rapport, sur un rapport dans l'INSEE, il a été nié par tout le monde. J'avais dit, à partir de l'an 2005, les générations de baby-boomers arriveront à la retraite. J'ai l'air idiot de dire ça. Bon. Et donc il va falloir prévoir, et surtout ne pas avoir un âge de la retraite à 60 ans, les cotisations vont exploser, les déficits vont... et on aura une situation. Qu'est-ce qu'on a fait? À 60 ans, on n'est pas revenu dessus, on a un déficit considérable, l'ARCO et la GIRC vont être en déficit, c'est honteux, d'accord? Régime par répartition en déficit. C'est un crime sur le crime. Parce qu'à la fois, c'est pas stable à long terme, et en plus, on rajoute la dette. Mais c'est un bon sang. Au moins la Constitution va dire, vous faites la répartition, il faut qu'elle soit équilibrée, on ne va pas rajouter de la dette sur la dette, je ne sais pas si je suis clair. Bon, bah, pas du tout. On a fait des pseudo-retraites, on n'a pas touché au régime de retraite publique, tout le monde le sait. Non. Et on a poussé ça devant nous, et maintenant nous avons un gros problème, qui est l'ajustement des retraites. Alors j'annonce, le plan de crise va venir, ne vous inquiétez pas. C'est fait, c'est certain, et à ce moment-là, on dira... La réponse, ça fait 40 ans qu'on aurait pu l'éviter, et en 82, on a fait la bêtise du siècle d'introduire une loi qui faisait la retraite à 60 ans, sans dire que ça pourrait être pour 5 ans, peut-être pour 10 ans, mais en tout cas pas pour toutes les générations futures. Voilà un des exemples. D'autres exemples, l'immigration. Les conséquences de l'immigration, n'importe quel démographe vous dira qu'elles sont toujours à long terme. Le problème d'intégration, c'est à long terme. Bon, on a fait de l'immigration, mais on n'a absolument pas fait de politique d'intégration. Ben oui, on paye. Il y a des politiques d'immigration, je pense au Québec, je pense au Canada, ils ont fait une politique d'immigration. Oui, il y a de l'immigration, mais ils ont fait une politique. Ils ont fait une politique de façon à ce que l'intégration se fasse. Et non pas porte ouverte, et puis après, 20 ans plus tard, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah tiens, c'est bizarre, les immigrés font des enfants. Ça aussi, il y a la loi de la nature, depuis Adam et Ève, a priori, on les met ensemble, ils font des enfants. Vous voyez, bon, pas
pas d'économie, mais c'est l'économie appliquée là, que je fais, d'accord. Donc, à la place de ça, on n'a pas compris que la seconde génération serait très compliquée à gérer. Ben, on a laissé tout ceci, on se retrouve dans une situation extrêmement difficile à gérer. C'est encore une fois un défaut de quelque chose qui était prévisible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des tas de choses prévisibles. La grandeur d'une nation, c'est d'anticiper ces évolutions. Trois exemples, j'aimerais terminer. Moi, je suis profondément européen. Daniel peut en témoigner, je l'ai toujours été. Bon, je ne suis pas naïf, mais lorsqu'on a voté le traité de Maastricht, je me souviens, on a un débat au CNPF, et j'étais un de ceux qui avait dit il faut converger, mais évidemment, à condition que nous fassions les adaptations nécessaires pour bénéficier de l'Europe. Et donc, il fallait dire oui, passage à main unique, mais faisons les réformes pour tirer parti de l'Europe. C'est-à-dire qu'on soit les gagnants de la construction européenne et non pas les victimes de la construction européenne. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui à l'Europe, et après on fait les 35 heures. Et on se met en position de faiblesse. Et donc le même jour, on disait, on va satisfaire les critères de Maastricht, on disait, le peuple français va travailler moins que les autres. On peut pas avoir la monnaie unique et 5 heures de différence avec les autres pays. De nouveau, impéritie, procrastination. Mais c'est un problème incroyable. Donc moi, mon problème, il est là. Je suis 10 heures ce matin. Comment retrouver la maîtrise de son destin? C'est d'abord et avant tout d'avoir une vision claire de l'avenir, d'avoir un projet pour notre pays. À partir de ce projet, bâtir un discours cohérent. À ce moment-là, vous allez retrouver un sens. Il y a un besoin de sens dans ce pays qui est absolument considérable, que l'on n'a pas, parce qu'on discute de mesurettes, au jour le jour, en fonction d'une actualité. C'est absolument... Ah, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis là, d'ailleurs. Ça sert à rien. Mon discours de 96 est absolument... Si, mais c'est très bien que vous soyez là. Alors, sur cette vision à long terme, on est d'accord. En même temps, à quoi on assiste en ce moment? On a l'impression que c'est not in my backyard. Dès qu'on veut toucher quelque chose, on ne peut pas dire que le gouvernement n'essaye pas de toucher un certain nombre de choses. C'est immédiatement lever de bouclier, donc la France bloquée, c'est les notaires, c'est les pharmaciens, c'est sans doute pour des raisons légitimes, hein, ou c'est tel et tel, finalement, c'est les intérêts particuliers qui semblent l'emporter sur l'intérêt général. Je comprends bien ce que vous dites sur le fait que l'intérêt général, la vision ne vient pas, mais néanmoins, comment est-ce qu'on retrouve une forme de consensus pour avancer? Parce que là, à chaque fois qu'on bouge un curseur dans l'espoir de corriger nos défauts, ça s'arrête, ça n'avance pas. Enfin, quiconque ici, il y a pas mal de gens qui sont en tête d'entreprise, qui ont restructuré. Je veux dire, de ce cas-là, évidemment, il va y avoir les réticences, on va avoir des oppositions, on va avoir des cris aguerris, etc. Ça n'empêche pas de continuer à le faire. Enfin, et dans le cas de mon entreprise, je l'ai fait, je prends des décisions courageuses. Raymond Barre a déclaré, lorsqu'il a pris ses fonctions en 1976, cette chose extraordinaire, parce qu'il avait commencé à faire des réformes, et il y avait des tas de gens, vous savez, de ce qu'on appelle le rite processionnaire français, on part de la Bastille pour aller en République, et ça, bon, le jogging social français. Bon. Et il avait dit, la politique de la France ne se fait pas en fonction de la longueur des cortèges et de l'intensité des cris. La réponse, il avait raison, Raymond Barre. Je rappelle, 76. Je ne sais pas s'il y a des résistances. Pourquoi? Il faut donner du sens à la réforme. Pourquoi est-ce qu'il faut faire la réforme de la retraite? C'est pas pour évacuer le déficit, c'est pour être sûr de garantir l'équité entre les générations successives. Ça, c'est une fin. C'est pas tirer le déficit, personne va dire c'est formidable de supprimer le déficit, on n'a pas compris. Quand on dit qu'il faut supprimer le déficit public, ou du moins l'éradiquer, c'est pas une fin, c'est un des moyens fondamentaux qui permettra effectivement de rester à terme le pouvoir d'achat de les générations qui viennent. C'est ça un destin, c'est ça un projet. Vous demandez aux gens de monter la colline, ils veulent savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline, autrement ils ne la montent pas. Mais si vous leur dites sans arrêt, simplement on va discuter, on doit retrouver un débat sur les fins de notre pays. Est-ce qu'on veut être la grande société de la connaissance et de la culture du XXIe siècle? Moi je dis très bien. Et dans ce cas, donnons-nous les moyens. Redressons considérablement l'université, l'école, ce qu'on a fait au 19e, Jules Ferry, et se dire, voilà, nous serons la grande nation de la société de la connaissance, parce que ça a été historiquement, c'est une des capacités de notre pays. Dans ce cas-là, on donne un axe. Et on se dit, voilà. On pourrait dire, on est la société qui va de nouveau être la société des nouvelles technologies. On l'a été plusieurs fois, dans plein de domaines. C'est ce qui explique la plupart des grandes entreprises françaises. Vous voyez le CAC 40, il y a à chaque fois une technologie. C'est Schlumberger, Schneider, je ne vais pas faire tout ça. Et c'est bien les technologies, tout ça, ça remonte au 19e et début du 20e. Donc, l'auto, je les connais toutes. Donc, on pourrait dire, voilà,
on va se redonner un moyen qui va être la grande société de la technologie du XXIe siècle, et se dire, ça prendra du temps, vous voyez, je veux dire, mais on va refaire un discours positif sur le pays qui maîtrise et qui forme les gens de nouvelles technologies, de façon à dégager des gains de productivité, mais les maîtriser, y compris leurs effets sociaux. L'utilisation des robots, de nanotechnologies, ça peut être un projet. On peut être un... Oui, je m'en fous, à la limite, mais il en faut un. Il en faut un. Parce qu'après, vous orientez l'action publique, l'action collective, l'action individuelle, vous aimantez la limaille de fer en donnant un sens. Nous avons un projet. On peut dire la nouvelle société. On aurait pu dire, tiens, que l'État moderne a été inventé par la France. Il est inventé en 1804 par Napoléon. Il crée l'État moderne et on a été copié partout. La justice administrative, le département, l'organisation de l'État, tout ça, c'est création française, tout début du XIXe siècle. Donc, on n'a rien touché depuis, sauf à rajouter des couches supérieures. On pourrait dire, la France va avoir comme projet de réinventer l'État moderne. C'est un beau projet. Réinventer l'État moderne. Redéfinir les missions, les fonctions, l'organisation. C'est formidable, pour redonner un exemple, pour redevenir un modèle, pour réinspirer des gens, etc. On a complètement loupé le coche. On l'a inventé il y a 2 siècles, on fait tout pour évidemment ne pas faire en sorte qu'il évolue. Le statut de la fonction publique n'a pas bougé depuis 1947. C'est complètement fou. L'organisation des ministères, l'action publique, on a eu la technologie, on a eu l'Europe. Non, on fait comme par le passé. Donc, vous voyez, ce que j'essaie d'expliquer, je viens de citer 3 choses, mais à chaque fois c'est un projet. Comme dans une entreprise, on a besoin d'un projet. À partir de ce projet, on va après le décliner, on va le mettre en œuvre, on va donner du sens. Ça prend du temps. Et c'est comme ça que progressivement, vous avez l'adhésion entraîne l'action entraîne le résultat. Quand vous voyez le résultat, ce qui est visible, les gens vont adhérer. Comme dans une entreprise. Vous faites la restructuration, ils sont contre. Quand vous voyez le redressement, puis l'essor, puis l'expansion, et vous partagez les fruits de l'expansion, je vous promets une chose, c'est que vous avez une adhésion du corps social absolument extraordinaire qui vous permet de vous développer en marche forcée. Donc c'est ça ce qui ne marche pas dans ce pays. À chaque fois, plutôt que de développer un projet positif, on présente les mesures comme des mesures, des expédients. Alors maintenant qu'on écrit les dettes, je déteste la dette. J'ai passé mon temps à défendre l'accumulation, l'épargne, la transmission entre les générations, l'éradication des dettes, l'ajustement de la régime par répartition. Enfin, moi, j'ai passé ma vie à ça. Le projet d'accumulation, je suis alsacien, donc l'accumulation, on connaît un peu. Donc, j'ai passé ma... Il faut redonner ce sens, il faut redonner du sens, il faut redonner cet axe. Il faut... des fourmis, quoi. J'aime les fourmis, moi. J'aime les fourmis. Je suis entomologiste, j'aime pas trop les cigares, mais j'aime les fourmis. Alors vraiment, on se sent très isolé à l'heure actuelle. On se sent très isolé. On recevait ici, il y a un mois, Cargataz. Depuis, ça a pas mal bougé. On a l'annonce d'une mobilisation patronale pour début décembre, une semaine de mobilisation. On ne sait pas s'il y aura des patrons qui vont descendre dans la rue, ce qui n'est pas leur vocation. Je citais l'exemple du MEDEF qui avait fait venir 20 000 personnes porte de Versailles. On sent qu'il y a une forme de radicalisation, une colère. On en parlait un petit peu tout à l'heure à propos d'un... Vous croyez que vous avez adressé votre frère, je ne sais pas si on peut en dire un mot à l'audience, mais voilà, on sent qu'il y a une colère qui monte dans le monde patronal et qui déborde, quoi, et qui pose un vrai problème, parce que le gouvernement se trouve coincé entre cette colère et une gauche de la gauche qui... dit qu'on fait des cadeaux au patronat, donc c'est assez inconfortable comme situation. C'est inconfortable pour qui Le gouvernement. Je m'en fous du gouvernement, ça, si vous seriez... Je m'en fous comme de l'an 40. Alors là, vraiment, pour tout homme politique qui voudrait réformer dans cette situation. Non, mais je comprends, moi je suis pas... Comment jamais exercé comment positif cette colère? Je n'ai jamais exercé des fonctions publiques, je n'ai jamais été membre de gouvernement, d'un cabinet ou quoi que ce soit. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis de société civile et c'est extrêmement... En plus, je m'exprime à titre personnel, c'est un plaisir. Je n'ai pas de responsabilité, j'ai quitté le MEDEF il y a 12 ans maintenant. Mais j'étais très heureux d'y être. Alors, vous avez déjà dit un truc, quand on a fait la manifestation Porte de Versailles, tu y étais, Daniel, tu t'en souviens, c'est la seule manifestation en France où le nombre des participants était identique entre la police et les organisateurs. C'est grâce à moi. Parce qu'on avait fait ça à la Porte de Versailles, on a fait venir un huissier, ils ont compté tous les sièges,
Donc on avait les comptes à l'huissier, on a fait asseoir tout le monde, l'huissier est revenu, il a vu que tous les sièges étaient assis, on a sorti un communiqué qui était à la personne près. Donc c'est pas 20 000, on était 36 000. Mais c'est 145, c'est important. Donc on était port de Versailles, et à l'époque c'était déjà, c'était contre un coup de force d'un État qui imposait au secteur privé une réduction du temps de travail par des lois. Et donc notre projet c'était, la société moderne doit être basée sur le contrat et la convention, et non pas être basée sur des lois, des règlements. Michel Crozier sort un livre formidable, 1982, qui s'appelle « On ne change pas la société par décret ». Personne ne l'a lu, visiblement, puisqu'on continue à faire des décrets. Et l'idée, c'était, il y a la sphère de la société civile. Là, je fais du Hegel. Il y a la sphère de la société publique. Foutez la paix à la société civile qui doit trouver ses propres règles au niveau de l'entreprise, de l'atelier, de la branche ou au niveau interprofessionnel. C'était la fameuse pyramide inversée. Faites des contrats et des conventions parce qu'on peut les réformer. La loi transforme en un débat politique, ce qui ne devrait jamais être un débat politique, ça doit être un débat comment s'organiser ensemble pour pouvoir partager les fruits de la croissance, organiser la production, etc. Vous voyez, au cœur du problème français, il y a cette idée sur laquelle on ne respecte pas la société civile, qui est la société... Moi, je suis tocquevillien. Et Tocqueville, qui est un grand penseur français, avait vraiment cette idée extraordinaire d'une organisation de la société moderne, avec d'un côté la société civile, de l'autre côté la société politique. La société politique doit respecter la société civile, respecter les contrats, respecter les conventions. Et laissez-leur la liberté. La liberté, c'est de faire des contrats. Vous voyez ce que je veux dire? À place de ça, c'est une invasion permanente de la société civile par des pouvoirs politiques qui n'ont fait de cesse que de vouloir envahir notre territoire et transformer dans des règles impératives ce qui relève normalement de l'accord des parties. J'élève le débat. Pour ceux qui souhaitent faire de la politique, je souhaiterais que dans le préambule de la Constitution, on mette le mot société civile. C'est un respect qu'on lui doit, la société des producteurs, des consommateurs, qui n'ont pas de compte-rendu politique à donner, qui ne veulent pas le pouvoir d'État, qui ne veulent pas exercer le pouvoir d'État, mais dans la responsabilité de la production des richesses par le contrat librement consenti. Ça, c'est un projet politique. Alors, si vous me demandez, moi je souhaite... Alors évidemment, après, des conséquences, c'est que dans une société civile, elle est tellement atrophiée dans notre pays que là, c'est un problème majeur. Quand vous avez 56% de dépenses publiques et sociales dans le PIB, c'est-à-dire que la société civile n'est plus que 44 par définition. Et donc, nous sommes atrophiés, nous sommes une partie minoritaire de la société. Mais c'est incroyable, ça. Donc, remettons les pendules à l'heure, redonnons de l'amplitude. Souvent, les gens disent « Oh, espèce d'ultra-libéral ». Donc, je ne suis pas ultra-libéral, je suis ultra-libre. Ultra-libre, c'est une qualité. Ultra-libéral, c'est une posture. Je suis ultra-libre. Et je dis toujours, commençons par une chose relativement simple, redonnons de la densité à la société civile. C'est pas moins d'État, c'est plus de société civile. Ça, c'est un projet positif, plus de société civile. Moi, je fais confiance aux gens, aux responsables, et donc ils s'organisent, qu'ils aient la responsabilité. Temps de travail chez vous, ça peut être différent à côté, et alors, si vous avez un accord avec les participantes et ça correspond à votre projet, type de production, activité, tant mieux. Je dis encore une fois, je ne demande aucune appréciation morale, mais d'avoir en permanence cette idée qu'on va légiférer, réglementer, introduire dans la loi des éléments qui relèvent de la société civile, est une idée qui est complètement passée, datée. Pourquoi? Parce qu'une convention, un contrat, ça se change par l'accord des parties. Une loi, ça suppose un débat politique. Et dès que vous abrogez une loi, les gens hurlent, c'est incroyable, retrait social, régression, enfin vous connaissez tout ça, et hop, le rite processionnaire recommence. Normalement, les lois et les contrats se modifient, les contrats et les conventions se modifient lorsque les parties considèrent que les choses doivent être changées. Vous avez compris que j'aimerais qu'on parle d'une société où on invoque la réforme permanente. La réforme, c'est déjà un échec. Pour moi, l'idée d'une réforme est un échec. Attends, tu défends la réforme? Non, non. L'idée d'une réforme est un échec. La réforme, c'est qu'on n'a pas été capable de faire la transformation préalable. Il y a un bouquin formidable de Claude Julien qui s'appelle « Les transformations silencieuses ». Le domaine de l'entreprise, c'est celui des transformations silencieuses. Dans ma boîte, ça évolue chaque jour. Personne ne le voit. Chaque jour, on dégage un rein de productivité, on change un processus. Chaque jour. Et on transforme, on s'adapte, on dégage, on progresse, on investit. Chaque jour. Donc il n'y a pas de réforme. Parce que la réforme, c'est-à-dire qu'on n'a pas transformé, puis d'un coup, on a tellement accumulé de trucs qu'on annonce la réforme. Donc moi, j'aimerais une société qui évolue sans réforme. Que les gens fassent leur boulot, lorsqu'ils ont des responsabilités, en continu.
c'est pas peine d'attendre tous les 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je suis très favorable à l'heure actuelle, vous cherchez des idées pour les prochaines élections, je suis très favorable à ce qu'on appelle les sunset laws aux États-Unis. Les sunset laws, ils disent, dans plein de domaines, il y a les lois fondamentales, elles sont éternelles. Il y a plein de domaines économiques et sociaux où les lois, elles sont contingentes à l'histoire. Ils disent, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va faire une loi pour 5 ans, et pour qu'elle continue après 5 ans, il faudra la revoter. Ah oui, alors du coup, elle n'est pas abrogée, il y a une caducité de la loi, et après, ça donne un débat politique. Est-ce qu'on la maintient? Est-ce qu'on la réforme? Est-ce qu'on l'amende? Sans avoir à l'abroger. Je trouve que, voilà, idée fondamentale. Dans tous les domaines économiques et sociaux où les dispositions sont contingentes, les lois devraient être à caducité. Et encore une fois, et le politique a la responsabilité de savoir si elle la maintient, l'amende, la transforme, ou ne la revote pas, parce qu'elle n'a pas eu les effets attendus. Mais ça permettra une transformation plus silencieuse que la grande réforme dans laquelle vous n'avez pas touché aux 35 heures, vous n'avez pas touché à l'âge de la retraite, vous n'avez pas touché à l'organisation territoriale. Tout ceci donne des débats politiques absolument stupides, des oppositions, des retards, et qui aboutissent à cet extraordinaire retard d'adaptation de notre pays. Voilà, c'est des idées d'une grande... Plus de contrats, plus de conventions, plus de société civile permettra une société qui évoluera infiniment plus harmonieusement qu'on l'a vu. 2, dans la sphère publique, distinguons les lois fondamentales des lois contingentes, et les lois contingentes doivent être à révision périodique en fonction des effets attendus et des effets réels. Si on avait, par exemple, les 35 heures fait une loi à caducité 5 ans, on ne l'aurait pas revoté. Parce que tous les effets qu'on avait attendus n'ont pas été là. Il faut lire la littérature qu'on nous a sortie sur les 35 heures, avait dégagé des gains de productivité, de la croissance, résorber l'emploi. Tout ceci était faux, et donc on aurait... Oui, mais sans la folie de l'abrogation qui fait que les forces politiques sont tétanisées à l'idée de faire une régression sociale. Enfin, bon. Donc ça, c'est des lois, ce que j'appelle encore une fois, dans mon truc, il y a le projet de moyen long terme qui organise la société, et après des dispositifs qui permettent l'adaptabilité, la transformation permanente, plutôt que l'organisation de cette espèce de gang qui empêche la société d'évoluer et de s'adapter en temps et en heure. Enfin, est-ce qu'il y a 2 camps aujourd'hui au sein du MEDEF, du patronat, entre les réformistes légitimistes, on va dire l'UMN pour aller très vite, qui disent qu'il faut en passer par le dialogue social, et ceux, j'ai l'impression que vous en faites partie, qui commencent à dire qu'il faut avoir une position plus radicale et enjamber la législature actuelle pour viser 2017 et un nouveau gouvernement, parce que rien ne se passe. Et on entend de plus en plus de patrons, dans cette colère que je citais tout à l'heure, dire de toute façon ça ne sert à rien, donc soyons radicaux, s'il faut, allons jusqu'au bout, demandons, faisons toutes les surenchères possibles, la fin de l'ISF, la fin des 35 heures, etc., pour que le gouvernement soit finalement dans une situation où il ne peut même pas répondre. Ce gouvernement-là, en tout cas, ne peut pas répondre à ces demandes-là. Il n'est pas de la couleur politique correspondant à ce discours. Monsieur Mabille est statolâtre, il est absolument, ou statophile, je ne sais pas, il croit absolument que tout va venir du gouvernement. Pour réformer les 35 heures, il faut bien qu'une loi soit changée par... C'est ça la folie, c'est d'avoir une loi. Parce que du coup, le gouvernement joue un rôle dans un domaine qui n'est pas le sien, donc il transforme un débat politique, ce qui ne devrait pas l'être. Le nombre de fois où j'ai distribué le code du travail suisse dans ma vie. Moi j'ai une grosse boîte en Suisse, je veux dire, pas mal, mais j'ai une grosse boîte en Suisse. Le code du travail suisse fait 38 pages. Et je me souviens, lorsque j'ai acheté cette boîte en Suisse, un aller simple Paris-Zurich m'avait permis de lire le code du travail suisse. Je savais, en atterrissant, ce que je devais savoir, en tant qu'employeur. Alors après, je me suis posé la question, combien d'aller-retours Zurich-Paris, Suisse qui achète une boîte en France, combien en faut-il? Maintenant, faites le calcul, celui qui a trouvé ça, il a droit à une police de l'assurance gratuite. Donc, il y a donc autour de 3000 pages avec le code du travail. Donc combien faut-il pour faire d'aller-retour? J'avais calculé quand même. Comme on n'y comprend rien, il en faut 300 parce qu'il faut lire 2 fois. Donc, quand vous avez terminé à la fin, vous ne vous souvenez plus de l'alinéa, de l'annexe qui renvoie à une circulaire. Donc vous voyez, la grande différence, c'est ça. Est-ce que la Suisse est un pays complètement sous-développé? Bon, là, je vais faire un vote parce que je ne suis pas sûr d'avoir le soutien, mais pour moi, non. Vous voyez, donc c'est pas un pays sous-développé, marqué par une paupérisation épouvantable, etc. Bon, ouais, je vais raconter. Donc, vous voyez, c'est des choses de ça. Le nombre de fois où j'ai dit distinguer dans le code du travail les choses fondamentales des choses qui ne le sont pas, et que tout employeur doit respecter, ça s'appelle l'ordre public social. Alors moi, je peux vous le faire, il existe déjà, c'est dans les directives européennes.
Tout le reste est renvoyé au contrat et à la Convention. L'Europe a fixé l'ordre public social, le travail des enfants, le travail de nuit, c'est fait. Donc on a un ordre public social européen, tout le reste doit relever de l'accord des parties, convention collective, convention d'établissement, convention ou contrat individuel. C'est exactement la situation suisse. Donc, et ça permet effectivement un bon équilibre, des adaptations dont je parlais tout à l'heure. Ça, voilà. Allons-y. Alors vous allez me dire, maintenant, vous voulez absolument faire parler du MEDEF, etc. Je ne veux pas éluder la question. Je ne veux pas éluder la question. Je n'élude pas la question. Vous avez remarqué, je vais dire qu'il y a une question. Donc, je ne l'ai pas éludée. C'est une question. C'est une question. Non, le ras-le-bol, soyons sérieux. La situation économique du pays est absolument catastrophique. C'est pas la peine de se... Vous pouvez prendre du Prozac après mon interview, prenez-en 2. Et en sortant, je l'ai amené, là, vous prenez un grand verre d'eau, et puis vous repartirez un peu mieux. Mais la situation... J'ai toujours les tableaux de bord, parce que moi, je dois me rappeler ma rougeole. J'étais quand même professeur d'économie. Et donc, j'ai le PIB catastrophique, production industrielle catastrophique, climat des affaires catastrophique, taux d'utilisation des capacités de production est à 80%, 20% inemployés. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quel gâchis, 20% des capacités de production. Je continue. Prévision d'investissement, octobre, c'est tous les derniers, 0. Flat. En CFA, là. Taux de chômage 10,5, climat de la consommation, peu importe. Déficit courant, moins 1,2 milliard, donc c'est les comptes extérieurs. Déficit public, moins 4,4, on déverge de nouveau. Dette publique est entre 95 points, on va aller... Je ne vais pas continuer, c'est catastrophique. Ensuite, je lis des trucs vachement intéressants, parce que la nuit, j'ai des draps roses pour faire des rêves. Je lis les notes de conjoncture, par exemple. Le dossier économique, juillet 2014. C'est pas mal, ça. Dégradation sensible de l'activité, page 3. Alors, je lis tout. Prenez le truc du FMI. Note de conjoncture de la CAPEB. Tiens, celle-là. L'activité reste difficile, il faut continuer. Donc on a une situation économique, macroéconomique catastrophique, on a une situation des entreprises extrêmement dégradée, parce que la première année de crise, vous pouvez faire un peu de gestion de stock, la seconde année, vous réduisez les investissements, la troisième année, vous commencez à stopper tout recrutement, la quatrième année, bon, mais il y a un moment où pour s'ajuster, on rentre dans le dur, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, et vous continuez à voir votre carnet de commandes qui n'est pas là, les charges qui augmentent, les impôts, la taxe foncière à Paris a augmenté de 10% cette année. Je veux dire, bon, donc, la situation des entreprises est extrêmement difficile, notamment pour celles qui sont territorialisées, ce qui est le cas souvent du BTP, celles qui sont contestées au sens économique du terme, par la concurrence internationale, qui sont extrêmement concurrencées. Et je veux dire, les gens le milieu de l'entreprise, la PME, en a par-dessus la tête, en a absolument ras-le-bol. Parce que ça dure, parce qu'on n'a pas de sortie, et ça. Les 2 années héros ont été catastrophiques. C'était fou, enfin, des horreurs de politique économique. J'écrirai plus tard comment est-ce qu'on a pu mettre quelqu'un qui ne comprenait rien à rien. Le choc fiscal a déstabilisé toutes les anticipations, tous les comportements. Mais c'est complètement, c'est inimaginable. Donc, la situation de l'entreprise est très difficile, pas de perspective. Donc, après, vous demandez quelle est l'attitude des chefs d'entreprise. Ils en ont par-dessus la patate. Voilà. Et je dois vous avouer que... Certains sont même désespérés. Non, certains sont vraiment désespérés. Parce qu'il y a un moment où, quand on n'a pas de solution, qu'on se retrouve... En plus, on leur tape dessus. Donc, et puis, on multiplie les trucs. Il y a quelque chose qui ne va absolument pas, il faut s'en rendre compte. Donc, après, on nous dit c'est à cause des discours pessimistes de mon genre. Un discours ne change pas la réalité, c'est la réalité qui compte. Le discours reflète la réalité, c'est pas la réalité qui est changée par le discours. Si c'était le cas, ça fait longtemps qu'on le saurait. Donc on a une situation extrêmement difficile, et je pense que les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure des choses. Ils n'ont pas pris la mesure des choses. Donc il faut leur montrer. C'est le but de cette mobilisation. Quelle est la finalité? Vous parliez des finalités tout à l'heure. La mobilisation de 99, on en parlait tout à l'heure, 36 000 personnes, pardon, 35 heures, ça n'a pas empêché que 35 heures soient mises en place, mais ça a produit, enfin si vous m'arrêtez si je me trompe, la refondation sociale. Ça vous a conduit, vous le MEDEF, à proposer ce que vous nous avez décrit, c'est-à-dire le contrat
centrale, le dialogue social, on essaye de faire ça dans la société civile. Bon, ça a avancé, il y a eu des succès, mais ça n'a pas non plus été très loin. Là, quel est sinon on n'en serait pas à discuter comme ça avec vous. Quelle est la finalité de la réunion de décembre, alors que le dialogue social est en panne, qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui une opposition frontale? Je dis, attendez, on n'est plus... Le dialogue social à la française a été créé dans les années de croissance pour partager les fruits de la croissance. Il a été organisé dans un climat des Trente Glorieuses, dans lequel, on s'en souvient, le grain à moudre était le partage des gains de productivité au niveau national, et au niveau des entreprises. Le dialogue social n'est pas la voie de réforme du pays, on le saurait. Enfin, le dialogue social à la française est complètement daté. 5 organisations syndicales. Même le législateur, dans sa sagesse, lorsqu'il a créé le PACS, il n'y avait que 2 partenaires. J'avais posé la question, ils en ont plusieurs, c'est pas la peine de mettre que 2. Quoi. Pourquoi dans le dialogue social, on est à chaque fois remis autour de la table, on est à 8 ou 9, et le PACS, on n'est qu'à 2. Soyez moderne, quoi. Je dis, bon. 9, comment vous... Moi, j'ai fait du dialogue social, je suis un de ceux qui ont signé le maximum d'accords sociaux dans ce pays. C'est pas possible. Il y a celui qui dit jamais, qui fait croire qu'il signera. Il y a celui qui fait croire qu'il signera, mais qui signe les contreparties. Le troisième qui dit je signe, mais regardez, les autres ne signent pas. Et enfin bon, je parle devant des experts ici, n'est-ce pas? Je veux dire, bon, tout ça, c'est une espèce de truc absolument incroyable. C'est pour eux qui se ruent dehors pour faire sa déclaration à la télé pendant que les autres continuent à négocier. Bon, ça marche. Et après qu'on ait fait ce dialogue, il y a l'État qui arrive en disant je prends cette partie-là, je prends pas l'autre, j'accrédite celle-ci, puis je change et je mets ça dans la loi. Mais c'est n'importe quoi. Il faut arrêter de parler de dialogue social comme si c'était la clé de tout. C'est un moyen qui, pour le moment, est relativement inefficace, parce que si le dialogue social marchait, la France aurait été réformée. Vous voyez que je dis des choses? Je ne fais pas de langue de bois, regardez. Langue de bois. Je ne fais jamais de bain de bouche au xylophone. Je ne fais pas de langue de bois. Il faut dire les choses. On se glorifie de tas de choses, ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas être autant autour de la table, avec l'État en plus qui légifère, ça ne marche pas. À un niveau interprofessionnel qui n'est pas le bon. Je parle dans le dialogue social de l'entreprise. Dans ma boîte, j'ai augmenté la durée du travail d'1 semaine. Ça n'a pas fait les gros titres, d'ailleurs personne n'était au courant. 3 ans de négociation, on a augmenté la durée du travail d'1 semaine. Ah oui, oui. Ça c'est le dialogue, ça marche. Ça marche. Ça marche dans l'entreprise. Ça marche dans l'entreprise, j'ai toujours dit, ça marche dans l'entreprise. Quand vous êtes face à des gens, et de l'autre côté, 2 responsables. Pourquoi? Parce qu'on va se revoir, parce qu'on est obligé de faire. C'est d'accord. Donc, le dialogue social, c'est la façon dont je pratique, si l'on permet. Bon, marche dans l'entreprise, je maintiens que le dialogue social national ne marche pas. Et d'abord, en face de moi, comme j'ai dit à la Fondation sociale, j'en avais un du secteur public, le second du secteur public, le troisième du secteur public, le quatrième du secteur public, 5e était du secteur public. Et je disais, ça ne vous embête pas, je pourrais avoir des représentants en face qui appartiennent à mon secteur, parce que les 35 heures, le secteur public était exclu. Donc là, un dialogue social dans lequel, comme dans d'autres démocraties, on a un syndicat pour les fonctionnaires, on a un syndicat pour le secteur privé, et je suis désolé, comme à l'église, d'un côté et de l'autre, il ne faut pas mélanger. Moi, je veux discuter avec des gens qui sont impliqués. Je peux multiplier les exemples. La représentativité, on sait très bien que la représentativité ne marche pas dans ce pays. Donc, alors à chaque fois que je dis ça, on me dit je suis contre le dialogue social. Non, je suis pour le dialogue social. Celui qui est efficace et qui permet de résoudre les problèmes. Je ne suis pas pour la théâtralité sociale dans laquelle on se réunit, etc. Puis alors, ces derniers temps, le dialogue social a quand même donné lieu à des résultats absolument pitoyables. Je rappelle que le compte pénibilité, il a été introduit par le dialogue social. Hein. Oui ou non? Moi, j'aurais pas signé ça. Quand je l'ai dit, on m'a dit il est contre le dialogue social. Non, je ne cite pas n'importe quoi. Le compte pénibilité est une connerie. Grosse connerie. Grosse connerie. Signé, après, au moment... Évidemment, on fait des lois après, parce que bon... Évidemment, il faut faire des lois. La pénibilité, pourquoi vous faites une loi? Parce que là, on aurait pu éventuellement dire ça, mais non, pas du tout, c'est un débat public. Donc un débat politique. Donc vous clivez. Et je pense que l'introduction aujourd'hui de compétibilité est une erreur totale. Et ce qui gueule dans les entreprises, c'est quand on n'a pas de carnet de commande, il faut compter le nombre de fois où la personne lève le bras, sauf qu'on se peut dire un peu... Tchouk-tchouk-nougat, comme tu disais dans Tintin, tchouk-tchouk-nougat. Après vous dites, tiens, la base, je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas tout ceci. Je ne crois plus de tout ça, j'ai toujours dit à pyramide inversée, le dialogue, d'abord au niveau du contrat, puis de l'entreprise, puis de la branche, le minimum interprofessionnel et jamais au niveau national. Ah! Et uniquement avec des contreparties qui soient responsables. Parce que si les conneries sont partagées, donc avec des conneries, on les corrige. Comme
homme et toute femme à peu près sensible. Et que la loi respecte ceci. Mais le truc, si vous n'arrivez pas à un accord, je vous préviens tout de suite, je ferai une loi, ça m'est insupportable. C'est ça la réforme constitutionnelle dont je parle tout à l'heure. Un peu de respect, les enfants. Un peu de respect pour ceux qui se lèvent le matin et viennent faire des exposés. Pardon. Qu'est-ce qui se passe après cette manifestation? Est-ce qu'on reprend le fil du dialogue ou alors est-ce que vous dites au gouvernement, enfin, les patrons, prenez vos responsabilités? Je ne suis pas étatonnable, je veux dire, à un moment donné, s'il faut changer un certain nombre de curseurs, soit ça se passe dans la société civile, comme vous l'avez écrit, et visiblement, ça, on vient de vous entendre, soit il faut qu'il y ait un leadership qui dise, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, et on réforme les seuils sociaux, on réforme le travail du dimanche, ils ont l'air de vouloir le faire, donc il y a quand même un mouvement qui semble se lever de libéralisation, j'appelle ça douce, de la loi Macron, qui met le doigt dans l'engrenage. On verra comment ça se passe évidemment au Parlement. Évidemment, il faut que ce soit voté, et cette majorité, quand même, n'a pas été élue pour faire ça. C'est ça qu'elle dit aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut, de tout ça, sortir quelque chose de positif sans attendre 3 ans ou une situation conflictuelle de blocage qui attendra la prochaine élection? Est-ce que vous êtes à ce point pessimiste? Encore une fois, partons de la réalité. Enfin, la situation est extrêmement dure. Face à tout ceci, beaucoup de blabla. Je suis désolé, beaucoup de trucs. Je parlais de choses visibles et concrètes. Donc, moi, j'avais été pour la suppression des cotisations familiales dans toutes les entreprises de France. Avant, après. Vous vous souvenez, c'est comme les lotions capillaires. Avant, on est tout chaud, et après, on a plein de cheveux. Bon. Là, on n'a jamais de cheveux, mais on nous dit que la lotion, on fera des choses. Je veux avant, après. Ce que je veux dire par là, il faut prendre des décisions désormais qui soient plus de réintroduire un seuil, un plancher, un machin, modifier ça. Il faut que les entreprises voient le changement. Et le changement, alors, pour ceux qui comprennent le CICE, levez la main. Moi, je suis économiste, je ne comprends rien. En tout cas, j'en bénéficie pas. C'est ce que je sais, c'est que j'en bénéficie pas. Ce que j'ai vu, c'est l'augmentation de la taxe sur les salaires, l'augmentation des associations, tout ça, j'ai vu. Et je n'ai jamais vu, là, pour moi, dans mon entreprise, je n'ai pas vu. Bon. C'est peut-être parce que je n'ai pas des bons yeux, n'est-ce pas? Bon. Donc, là, maintenant, vous parlez de choses, c'est absolument incroyable. On est allé tellement loin dans le mauvais sens que dire, ah, on va faire un pas dans l'autre sens, réjouissez-vous, applaudissez des 2 mains. Attendez, je veux dire, le travail à faire pour repartir dans l'autre sens. Je suis bien placé, je veux dire, j'ai travaillé dans 140 pays. Venez à Singapour avec moi. Quand j'arrive à Singapour, je suis le roi. Je suis le roi. Vous avez choisi Singapour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir choisi Singapour pour développer vos activités en Asie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous n'avons pas reçu le formulaire B. Alors nous, en France, c'est B383, il y en a 12. Là. Il y a un formulaire par an. On ne l'a pas reçu. C'est sans doute aux services qui ont égaré. On va vous envoyer quelqu'un pour pouvoir venir le demander. Et on s'excuse de vous demander le formulaire que nous attendions. En France, attention. Ceci est passible de 2 mois de prison, évidemment, pour aller à 2 millions d'euros pour un truc qui s'est égaré, dont je ne sais pas quel machin. Seul pays au monde qui menace un chef d'entreprise dans un formulaire administratif, la France, de prison et de trucs. Je demande qu'il n'y ait plus un formulaire. Je ne supporte pas que l'administration me menace de prison. J'en ai marre. Un juge peut menacer de prison, pas l'administration. Mais de recevoir des formulaires systématiquement, à défaut, on vous prévient, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, les mecs. Moi, je suis une société civile, je suis un citoyen, je paye mes impôts, je ne me fais pas menacer d'impôts dans un formulaire administratif. Eh bien, j'ai vérifié, le pays le seul, 110 incriminations pénales pour un directeur. Moi, je suis président du boîte, je suis mandataire social, 110 incriminations pénales. Mais pourquoi aller en prison? Défaut de convocation de l'Assemblée Générale dans les temps, vous allez en prison. Mais arrêtez! Foutez-nous la paix, faites une amende civile ou demandez qu'il y ait une nouvelle Assemblée Générale. Mais pas la prison pour un défaut de convocation de l'Assemblée Générale dans les temps. Donc moi, je demande du respect. Et très honnêtement, c'est là où on voit l'écart. C'est même plus une question, c'est l'écart d'attitude. C'est l'écart de la confiance. C'est quelque chose de respect. Je cherche des choses de respect pour ceux qui font l'activité productive dans le pays. On n'est pas tous des gens, des prévaricateurs, suspects, dissimulateurs, mauvais employeurs et voyous. Ça m'est insupportable. Donc, vous pouvez me parler des petits trucs dans lesquels on va annoncer je ne sais pas quelle mesure. C'est un pacte tout à fait différent qu'il faut faire. C'est un pacte de confiance fondamentale. Un pacte fondamental de confiance. De respect de ce que l'on fait, de ce que nous avons, de nos responsabilités, qu'on exerce dans des conditions de plus en plus difficiles. Ça, moi, c'est pas dans un texte de loi. Alors mon rêve, c'est la dépolitisation de l'entreprise française. On a des débats politiques qui font que l'entreprise est un objet politique.
Quand je dis un objet politique, c'est il faut l'encadrer, il faut vraiment la contrôler, il faut la réglementer, parce que de toute façon, elle ferait n'importe quoi. Hein. Et donc, cet acte, transformer l'entreprise comme dépolitiser l'entreprise, de façon à ce que l'objet politique ne porte plus sur l'entreprise, porte sur tout le reste, l'éducation, la culture, l'organisation territoriale, tout ce que vous voulez. Mais foutez-nous la paix. Donc, vous voyez, il faudrait que le débat politique cesse de s'occuper de l'entreprise, qu'on la dépolitise au sens fort du terme, et que l'action publique porte sur ce qui est l'action publique, les fonctions régaliennes, la justice. Occupez-vous de la justice. Moi, je sais gérer mon personnel, et c'est pas la peine que vous en occupiez, et c'est pas la peine de me dire que c'est... Vous voyez, donc là, il faut recentrer tout sur les problèmes de justice, sur les problèmes régaliens, sur l'éducation dont je parlais tout à l'heure. Ça va être l'objet même du politique, et qu'il faut tabouiser maintenant le secteur productif, qui est en grave danger dans une situation de mondialisation, d'européanisation et de changement de technologie, dans lesquels on a besoin de toute autre énergie pour pouvoir survivre dans certains cas ou se développer dans d'autres. C'est ça ce que je demanderais. C'est plus des mesurettes, c'est un pacte fondamental de respect de la sphère productive française, entrepreneuriale. Et si le matin vous avez un contrôle fiscal, à midi un contrôle social, l'après-midi un contrôle du CHSCT, le lendemain un procès où il y a 350 000 cas qui arrivent au prud'homme, enfin je veux dire tout ceci, l'instabilité juridique, l'instabilité fiscale, l'instabilité réglementaire, la menace permanente, c'est pas possible. Moi je dois concentrer mon activité sur la production, l'innovation, la recherche, le développement, le client, toutes ces choses. Alors, non, on va pas foutre le mot client dans un texte de loi, c'est mon problème ça. Mais on a cette espèce, vous voyez, ça va très 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 loin. Et donc cessons de parler des petites mesures d'un truc, la confiance n'est toujours pas là. Et le respect n'est pas là. Moi j'ouvre, j'entends la radio ce matin, on me dit les retraites chapeau vont être supprimées. C'est un contrat. Je veux bien qu'on supprime les contrats. Moi quand j'ai signé mon contrat, il y avait une retraite, parce que, vous savez pourquoi la retraite chapeau? Parce que l'AGIRC, c'est 8 plafonds de la sécurité sociale. Au-delà, on a dit il n'y a pas de répartition. Évidemment, pour ceux qui sont au-dessus, ils ont aussi un droit, un taux de remplacement, pour que leur niveau de vie ne diminue pas de 80% au moment de la retraite. C'est en capitalisation, donc c'est entièrement, l'État n'a rien à voir là-dedans. C'est entièrement en capitalisation, il n'y a pas de report sur les générations futures. C'est payé par l'entreprise, donc c'est pas la charge publique. Mais non, ils s'occupent encore de ça. Mais foutez-nous la paix, occupez-vous des régimes de retraite publique. Occupez-vous des prestations définies dans tout le secteur public. Occupez-vous de la retraite à 50 ans, mais dans le secteur public. Foutez la paix aux responsables d'entreprise qui ont le droit à une retraite qui est proportionnée, ou en tout cas au niveau de salaire qu'ils ont. Et comme c'est pas vous qui payez, foutez-nous la paix. D'autant qu'elles sont fiscalisées à secondement, ces retraites chapeau. En plus, elles sont fiscalisées à secondement, mais c'est pas la question, c'est un contrat. Occupez-vous de ce qui charge et qui grève et que nous payons, parce que c'est dans le besoin qui paye, et leurs salariés, les retraites du secteur public qui ont complètement décroché par celles du secteur privé. Vous voyez, alors non, plutôt que de réformer le régime de retraite du secteur public, de l'EDF, SNCF, RATP, c'est évident, ça c'est emmerdant. Alors on tape sur quelques patrons et on fait de la politique sur le dos des patrons, de nouveau. Alors après vous me dites, vous allez faire des mesurettes. Mais non, mais non. Oh, j'aurais pas dû venir, ça je le savais. J'aurais dû rester au lit. J'ai fait des aigreurs.